Nous arrivons à la dernière conférence de la journée, avant de vous retrouver demain au théâtre de l'Hôtel de Ville avec Vandana Shiva, l'une des grandes activistes indiennes pour l'agriculture biologique. On va terminer cette conférence et cette journée de conférence avec un thème qui a été voulu par nous et par M. Attali en particulier, en réponse et pour faire écho aux 500 ans du Havre. Essayons de nous projeter dans 500 ans. Qu'est-ce que sera le monde? Qu'allons-nous devenir? Où va l'humanité? Pour nous parler de tout ça, je vais appeler le journaliste d'Ouzbek Erika, Mathieu Brandt. Je vais appeler Monsieur Jacques Attali, président de Positive Planète, le prospectiviste Joël de René et Paul Jorion, le grand anthropologue. Mille merci de les accueillir comme il se doit. Merci. Bonjour à tous. Donc, Mathieu Brandt de chez Ouzbek Erika. Je voudrais tout d'abord remercier le Positive Economic Forum de nous permettre et de permettre à Ouzbek Erika d'animer ce débat. Pourquoi on est ravis d'animer ce débat? Parce qu'aujourd'hui, le futur vient à nous en marche forcée. Et pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de citoyens, ce futur a un visage menaçant. Pour l'anecdote, il y a quelques semaines, on a animé une table ronde avec l'auteure de science-fiction Catherine Dufour. Je vous invite à lire ses écrits si vous ne me connaissez pas encore. Elle a commencé à travailler sur la science-fiction dans les années 90. À l'époque, elle disait que c'était très facile d'inventer le futur, d'avoir des idées neuves. Aujourd'hui, quand elle a une idée, elle la tape sur Google et cette idée existe déjà. Comment on réagit face à ça? Est-ce qu'on tombe dans ce qu'on peut appeler un présent perpétuel, notamment avec les réseaux sociaux? Ou est-ce qu'on, pire encore, est-ce qu'on pourrait appeler l'obscurantisme? Est-ce qu'on pourrait tous tomber dans cet obscurantisme-là? Chez Ouzbek Erika, on est persuadé que c'est en bâtissant des scénarios et en décryptant les grands enjeux d'avenir qu'on arrivera à mieux anticiper ce monde qui vient. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire pendant 1 heure, bâtir des scénarios, imaginer ce que sera ce monde qui vient et ce monde dans 500 ans. Donc, avec Joël de René, Isabelle a déjà fait les présentations, mais on va un petit peu compléter tout de même, avec Joël de René, qui est écrivain scientifique, biologiste, doctoresse en sciences, conseiller du président de la Cité des Sciences et président de Biotique Inter. Votre dernier ouvrage s'intitule « Je cherche à comprendre les codes cachés de la nature » aux éditions Les Liens qui libèrent. Paul Jorion, anthropologue, professeur associé des facultés de l'Université catholique de Lille. Votre dernier ouvrage est l'ouvrage qui paraîtra dans 1 mois. À quoi bon penser à l'heure du grand collapse chez Fayard? Et enfin Jacques Attali, président du Positive Planète, pionnier du microcrédit en France. Et l'un de vos derniers ouvrages qui nous intéresse plus particulièrement ce soir, c'est Vivement après-demain, également chez Fayard. Le premier point que je voulais qu'on aborde en cette fin d'après-midi, c'est l'homme, donc nous. À quoi ressemblera-t-il dans 5 siècles? Est-ce qu'on verra ce qu'on pourrait appeler une perte de l'unicité humaine, avec d'un côté les gens qui acceptent toutes les ruptures technologiques, et on le voit dans l'actualité, on le voit encore cette semaine, où en Suède, de plus en plus de collaborateurs et de plus en plus de citoyens acceptent de porter ce qu'on appelle des puces RFID, donc des puces connectées directement implantées dans le corps. Et d'un autre côté, ce que l'ancien rédac-chef du magazine américain Wired appelle le scénario Amish, où de plus en plus de citoyens refusent ces ruptures technologiques et refusent tout simplement de rentrer dans ce qu'on pourrait appeler l'homme augmenté. Donc à quoi ressemblera cet homme dans 500 ans? Joël de René, peut-être pour débuter. Alors je pense que ce n'est pas seulement l'homme qu'il faut regarder, mais l'humanité. L'homme dans l'humanité, c'est-à-dire comment l'humanité va se transformer au cours des 5 prochains siècles. Alors on peut avoir une vision pessimiste ou optimiste. Moi je préfère utiliser le thème de ce forum, avoir une vision positive. Moi, j'aurais une vision positive. Plutôt que de parler de catastrophe, qu'on retient beaucoup mieux que les éléments positifs, de parler de l'avenir, je vais essayer de montrer comment l'homme dans l'humanité, et l'humanité dans les 5 prochains siècles, va parvenir progressivement à résoudre certains des grands problèmes d'aujourd'hui.
que sont l'énergie, l'environnement, la santé, l'éducation, l'économie circulaire. Alors évidemment, on va en discuter, mais on peut commencer en disant que d'abord, l'homme va se connecter de manière symbiotique, c'est-à-dire en permanence connecté sur lui, pas avec des outils portables, mais des outils métables, avec l'intelligence artificielle, qu'on appelle aujourd'hui le deep learning. Donc dans 5 siècles, ce sera constant que l'homme connecté se transformera en un homme augmenté à l'intelligence collaborative, connecté à d'autres personnes dans une sorte d'organisme vivant, planétaire, dont nous sommes un peu les neurones, Alors ça peut conduire à la pire des solutions, dans la mesure où cet être planétaire, s'il prend conscience de lui-même, peut se conduire à nous considérer comme des parasites, ou bien nous pouvons, à l'intérieur de ce système, le faire évoluer dans une autre direction. Donc d'abord, une interconnexion de plus en plus grande avec les avantages et les grands inconvénients que ça représente. Je pense que l'homme va pouvoir régler aussi des grands problèmes dont on a parlé tout à l'heure avec Jouzel, de l'énergie et de l'environnement, dans la mesure où pour l'énergie, il n'y aura plus évidemment de pétrole, il n'y aura plus de gaz, il n'y aura plus de charbon dans 5 siècles, mais 5 siècles, avec l'accélération exponentielle et les découvertes et les progrès qui se réalisent, on peut penser que le solaire va devenir la grande révolution des prochaines années. Ça le sera évidemment dans 1 siècle, mais dans 5 siècles surtout. Vous savez qu'il faut simplement une surface, je dis simplement parce que ça paraît peu et en même temps beaucoup, 600 000 km², c'est-à-dire la surface de l'Espagne, en panneaux solaires dans les déserts, comme le Sahara, pour produire toute l'électricité dont a besoin le monde entier. Et si dans 5 siècles, et bientôt dans 1 siècle, le monde sera relié par des grilles intelligentes comme un système biologique qui s'adapte à l'offre et la demande, que j'appelle Enernet, c'est-à-dire des smart grids interconnectés les unes avec les autres, on a un système de régulation d'utilisation de l'énergie comme dans le corps et dans la biologie. Donc progressivement, en 5 siècles, on va traiter ces problèmes d'énergie qui sont reliés aux problèmes de l'environnement, puisqu'en traitant l'énergie, en produisant de l'hydrogène par la biomasse, en produisant de l'hydrogène grâce à la biologie de synthèse, en produisant de l'hydrogène grâce aux algues photosynthétiques, n'oubliez pas que l'hydrogène est un moyen de stocker l'énergie solaire, puisqu'avec de l'hydrogène, dans une pile à combustible, on fait de l'électricité. Donc vous voyez déjà qu'avec le solaire et les panneaux solaires à haut rendement, c'est-à-dire 30% qui n'ont pas besoin de soleil mais aussi seulement de lumière, avec l'hydrogène, on traite déjà un grand nombre de problèmes énergétiques d'aujourd'hui, qui recrachent du CO2 avec les effets que vous connaissez. Et donc retenez que dans 5 siècles, et même dans 1 siècle, ces grands problèmes énergétiques, et donc l'environnement qui est lié, puisque la production de CO2, on sait ce que ça fait, pourront changer complètement notre façon de voyager, de se déplacer, de communiquer et d'utiliser une énergie, parce que vous savez que la communication et le numérique utilisent énormément d'énergie aujourd'hui dans des conditions complètement différentes. Donc l'homme et l'humanité sont en train de se transformer. Nous allons changer l'espèce humaine en 5 siècles. Je voudrais quand même rappeler que 5 siècles, c'est ce qui nous sépare de Léonard de Vinci. Et en 1517, c'est-à-dire il y a exactement 500 ans, Léonard de Vinci a inventé le parachute, l'hélicoptère, le sous-marin, d'une certaine manière l'automobile et l'avion. Donc 500 ans nous séparent. Alors évidemment, avec la croissance exponentielle dont je parlais, ça va aller beaucoup plus vite pour les 5 prochains siècles que les siècles derniers. Mais je voulais terminer en disant dans cette introduction que les scientifiques et les technologues humanistes, prospectivistes, dont nous faisons partie, ont peut-être un petit avantage sur les économistes et les politiques pour voir les grandes tendances de cet avenir, comme je viens d'essayer de décrire, en 5 siècles. C'est tout à fait possible et j'espère que dans la discussion, j'aurai l'occasion de revenir sur certains des thèmes comme l'éducation, la santé et l'économie circulaire. Paul Jorion, sur notamment cette symbiose homme-machine. Oui, mais avant de pouvoir parler, à mon sens, de symbiose homme-machine, il faut envisager, je dirais, la probabilité ou non de notre présence sur la Terre d'ici 500 ans. Vous me posiez la question tout à l'heure, pourquoi parle-t-on moins de prospectivistes dans les jeunes générations? Eh bien, rendons-leur hommage au fait qu'elles ont, à notre sentiment, le sens de ce qui est en train de se passer. Mais elles ont peut-être une lucidité qui est plus grande que la nôtre. Nous avons encore cette tendance à vouloir voir les choses de manière optimiste. C'est peut-être encore un reste, je dirais, de cette notion centrale au christianisme qui est l'espérance. Mais l'espérance nous a pas rendu beaucoup de services dans le passé. Elle nous a rendu souvent irréalistes dans les situations qui se présentent. Alors,
Première question, y aura-t-il encore des hommes et des femmes dans 500 ans? On ne peut pas, à mon sens, la mettre entre parenthèses. Mais on peut envisager un certain nombre de scénarios et à l'intérieur de ces scénarios répondre à la question que vous vous posez. Parce que certains scénarios envisagent effectivement l'interaction homme-machine, ou même la connexion de type cyborg, comme on dit là, le mélange d'un être humain avec une machine à proprement parler, sinon comme une possibilité, même comme une nécessité. Alors, ne mettons pas entre parenthèses le risque d'extinction, mais parce que si nous restons sur les rails tels que nous sommes maintenant, c'est une possibilité réelle. Il était question tout à l'heure de l'attitude de M. Trump. M. Trump, nous le savons, remet à l'ordre du jour la possibilité de guerre mondiale thermonucléaire et un danger, bien entendu, reste là. Aujourd'hui, le prix Nobel de la paix a été décerné à cette organisation qui lutte contre cela, mais le danger est à nouveau présent. On parle, il faut écouter, il faut prendre au sérieux le fait que 2 chefs d'État s'attribuent des noms d'oiseaux et menacent de guerre nucléaire. Donc l'extinction est une possibilité. Et malheureusement, si nous ne faisons rien, ou si nous continuons à faire les choses au train où nous les faisons, en faisant confiance au fait que voilà, l'humanité réagira bien le bonjour, et là Jacques Attali attirait déjà l'attention dans le passé, que si nous attendons trop tard, d'abord il sera trop tard, mais nous serons tentés par des régimes autoritaires, dont nous savons qu'ils peuvent faire les choses en moins de temps. Pourquoi est-ce que la Chine nous paraît mieux équipée en ce moment pour réagir aux crises qui se présentent? Parce que nous savons, c'est un régime où on peut changer les choses d'une semaine à la suivante, d'un mois à l'autre. Alors, n'éliminons pas cette possibilité-là. N'éliminons pas non plus comme une possibilité les risques dont nous parlent certains prospectivistes, certains futurologues, quand ils nous disent, et là c'est un scénario, si vous allez un peu au cinéma, vous avez dû voir ce film qui s'appelle Elysium, d'une humanité qui devient une humanité à 2 vitesses, et nous voyons cela autour de nous, la disparition de ce qu'on appelle la disparition des classes moyennes, parce que dans un monde de numérisation, de mécanisation, de robotisation, de remplacement de personnes par du logiciel ou par des algorithmes, les propriétaires de machines collecte de plus en plus de la richesse. Pour arriver à ce chiffre tout à fait extravagant que nous avons aujourd'hui, le patrimoine de 8 personnes étant équivalent à celui d'une moitié de l'humanité. Nous allons vers un régime à 2 vitesses, et dans ces régimes à 2 vitesses, et là il faut rendre hommage à un sociologue américain qui s'appelle M. Peter Fraze, d'appeler un chat, et qui nous dit dans des situations de polarisation de population de ce type-là, nous avons déjà vu une solution qui a pour nom exterminisme, c'est-à-dire que la partie qui semble inutile, ce qu'on appelait le prolétariat autrefois, le salariat maintenant, peut être considérée comme gênante, et la tentative existe pour ceux qui ont le pouvoir sur les machines de se débarrasser d'une partie de l'humanité. Ne mettons pas ça entre parenthèses, cela existait aussi. Alors, maintenant, augmentation de l'humain. Un certain nombre de scénarios l'envisagent. Par exemple, un scénario qu'on peut appeler transhumain, qui est « laissons le monde se dégrader autour de nous, mais adaptons l'homme à un environnement de plus en plus dégradé ». C'est une possibilité. Nous sommes extrêmement fragiles au sens où, on en a parlé tout à l'heure, nous devons consommer, nous devons aspirer de l'oxygène dans un gaz dont la combinaison ne doit pas être toxique pour nous. Toutes les 10 à 20 secondes, nous devons boire de l'eau potable en eau therme, non toxique, toutes les heures ou toutes les quelques heures, et nous devons manger un certain nombre de substances bien spécifiques qui sont les aliments qui sont assimilables par nous. Les biologistes, certains cosmologistes même attirent l'attention là-dessus, c'est très précis, ça a très peu de souplesse, très peu de robustesse, très peu de résilience, comme on dit, à des changements autour de nous. On peut être tenté, comme le fait la compagnie Monsanto par de la manipulation génétique des végétaux, de nous modifier pour suivre ce mouvement-là.
Ça ne permettra pas évidemment de résister à la montée des eaux ou à la montée de la température, mais au moins tenter de le faire. Autre possibilité, et là quand vous regardez avec attention, qui sont les promoteurs de ce mouvement transhumaniste dont on parle beaucoup, qui est-ce qui met de l'argent là-dedans, qui est-ce qui organise les conférences et les colloques? Ce sont les départements de recherche des ministères de la Défense des différents pays. Vous avez peut-être vu ce robot ou ces robots aux allures canines ou humaines que fait la firme Boston Dynamics. J'ai été surpris de découvrir l'autre jour que cette firme n'a jamais eu qu'un seul candidat, l'armée américaine, un seul client, l'armée américaine. Même chose. En Chine, à qui est confiée la recherche en intelligence artificielle, ce ne sont pas aux GAFA dont on nous parle, Google, etc. Non, ce sont les ministères de la Défense. C'est l'armée rouge en Chine qui s'occupe de l'intelligence artificielle, l'équivalent aussi en Russie. Faisons très attention à cela. Alors, c'est un scénario à moitié catastrophe, à moitié pas. Nous colonisons les étoiles, mais nous avons perdu la capacité à vivre sur notre propre terre. Et malheureusement, à mon sens, ce que l'on voit se dessiner, c'est cette voie-là. Nous sommes pris dans des processus qui sont en plein emballement. Un qui est très positif, c'est le développement technologique, au point qu'il rend difficile la vie aux auteurs de science-fiction, parce que cela va tellement vite. Quand on vous dit, vous vous souvenez, en 2015, on vous dit il y a certainement un jeu auquel la machine ne parviendra jamais à gagner sur l'humain, parce qu'il demande trop d'intuition, trop de processus de type réflexion. C'est le jeu de Go. L'année suivante, en 2016, une machine gagne sur les plus grands champions de Go. Et cette année-ci, une machine gagne au poker contre tous les grands champions de poker. Et ce qu'il faut voir, c'est l'interview du programmeur en disant « La machine bluffe, je ne lui ai jamais appris à bluffer ». Il y a un processus qui est en train d'avoir lieu. Un emballement technologique dont nous ne prenons pas le sens et qui nous permettra d'aller sans doute dans la conquête des étoiles plus rapidement, beaucoup plus rapidement que nous l'imaginons maintenant, mais en même temps, notre emprise sur la dégradation de la planète, notre planète comme un environnement, pas comme planète en tant que telle, mais comme un environnement habitable, est en train de se dégrader plus vite aussi que nous l'imaginons. Il y a là une course. Jacques Attali sur l'homme dans 5 siècles. Oui, dans 5 siècles, parce que tout ce qui a été dit très justement, tant par Joël que par Paul, m'amène à penser, pour compléter notre conversation, que évidemment l'humanité va traverser beaucoup d'orages, beaucoup de nuages. Elle peut disparaître, c'est comme un bateau, puisqu'on est près de la mer, qui va d'un endroit à l'autre et peut disparaître dans un naufrage. Nous pouvons disparaître dans le naufrage, Paul a donné des raisons, Joël aussi, il y a même de fortes chances que nous ne survivions pas à ce naufrage. Mais si nous survivons à ce naufrage, moi je vois une issue qui est justement liée à la façon de survivre à ce naufrage, qui est vraiment une issue, je dirais, qui n'est pas une prolongation de tendance, mais un vrai saut. Je le dis d'un mot, puis ensuite je vais élaborer un peu. La solution que l'humanité va emprunter, à mon avis, et on ne sera pas là pour le voir, c'est la dématérialisation de la conscience de soi. La dématérialisation de la conscience de soi. Ça veut dire, imaginez, nous sommes dans 5 siècles, puis après je vais essayer de réfléchir à la façon dont on pourrait y aller. La conscience de soi, vous avez conscience de vous-même, elle n'est plus dans votre corps, elle n'est même plus dans un autre corps, elle est in abstracto, elle est ailleurs, elle est dans un espace immatériel. Donc vous existez, parce que la seule chose qui compte, ce n'est pas votre corps, même si votre corps est une partie importante du plaisir de vivre, peut-être même l'essentiel, mais pas tout à fait la seule, mais nous existons aussi par la conscience de soi. Or, il y a aujourd'hui déjà cette tendance qui se manifeste de 1000 façons. D'abord, si on voit un grand continuum dans l'espèce humaine, et avec Joël, on en parle depuis très longtemps, c'est la recherche de la lutte contre la mort, l'augmentation de l'espérance de vie et la réponse transcendantale ou matérialiste à la mort, et donc la prolongation de la vie. Il y a ensuite, évidemment, aussi la prolongation de la vie par la prothèse qu'on appelle le transhumanisme, pour une raison très simple, c'est que nous sommes mortels, mais cette table n'est pas mortelle. Donc nous pensons que les objets n'étant pas mortels, il vaut mieux être un objet. Et l'histoire humaine, c'est une histoire de la lente traduction de l'homme en objet. Et évidemment, l'objet n'a pas de conscience,
je vois commencer à apparaître des réflexions assez sommaires, mais déjà très intéressantes, non seulement en science-fiction. Je vous signale le très bon livre, non pas sur ce sujet, mais qui est paru en anglais, à ma connaissance, pas traduit en français, qui s'appelle 2312. Très intéressant roman de science-fiction sur ce qui se passe, pas dans 5 siècles, mais dans 3, qui part d'une hypothèse où il reste un peu d'humanité, mais ailleurs, sur d'autres planètes, d'autres lieux dans l'espace. Mais je crois que la réponse auquel les hommes vont tourner, c'est de sortir la conscience du corps, en commençant par, comme l'a dit Paul, on va beaucoup plus vite qu'on croit, par essayer de comprendre ce que c'est que la conscience de soi. Il y a déjà des travaux, il y a toute une littérature sur les liens entre la conscience de soi et les réseaux synaptiques. Et ensuite, à voir comment on peut compléter ça par une conscience de soi mis en complément dans un objet, ce qui nous permettra de durer, ou de transférer la conscience de soi dans un autre corps humain. Donc, on pourra durer en mettant sa conscience dans un autre corps, en volant la conscience de l'autre. On peut imaginer beaucoup de choses. Puis après, in abstracto. Et là, il y aura beaucoup de scénarios possibles. Soit on aura un espace qui sera un petit peu comme le paradis paradis tel que conçu par des religions, où il y a des consciences de soi juxtaposées dans une éternité absolue. Soit, comme dans d'autres conceptions théologiques, où il n'y a qu'une conscience de soi, une conscience de soi collective, la noosphère de Teilhard, ou ce qu'on trouve dans d'autres conceptions religieuses, où ce n'est pas des consciences individuelles, mais une conscience collective qui s'appelle Dieu pour d'autres. À mon avis, c'est vers ça qu'on va. Alors merci Jacques d'avoir repris le défi de parler des 5 prochains siècles. Paul, merci d'avoir parlé de l'actualité des 10 prochaines années. Ça nous ramène sur Terre de temps en temps, mais nous, ce n'est pas le défi de la soirée. Le défi de la soirée, c'est d'essayer de réfléchir aux 5 prochains siècles. Et je pense que ce que tu viens de dire sur la conscience en dehors du corps est très importante, parce que ça veut dire que beaucoup réfléchissent à la possibilité de télécharger notre conscience dans d'autres choses que nous, et notamment dans d'autres corps, des robots par exemple, et de ce fait promouvoir la téléportation, d'une part, de se transporter dans un autre endroit du monde. Dans 5 siècles, il faut penser que ce serait quelque chose de possible. Et en plus de la téléportation, d'avoir également la possibilité de l'ubiquité. Et donc, si notre conscience peut se transplanter ailleurs, il peut y avoir un hacking des consciences, il peut y avoir un hacking qui empêche l'introduction de cette conscience dans un biorobot. Et ça amène la question de cette nouvelle espèce que nous allons créer autour de nous dans le prochain siècle. Le point de singularité, mon point de singularité, ce n'est pas le point de singularité de Ray Kurzweil, où toutes les machines vont devenir tellement plus intelligentes qu'elles vont dominer l'homme. Moi, mon point de singularité, c'est que l'organisme vivant dont parlait, cette conscience collective dont parlait Jacques tout à l'heure, que j'ai appelé le sybionte, de cybernétique et bios de biologie, que nous construisons de l'intérieur comme un organisme vivant, quand cette chose, avec le point de singularité que je propose, prendra conscience d'elle-même ou de lui-même, qu'est-ce qu'il va faire de nous? Est-ce que nous serons des parasites ou des symbiotes pour lui? Donc reprenons cette notion des biorobots et de la conscience en dehors de nous. Nous allons créer, dans les 5 prochains siècles, une nouvelle espèce, d'abord la nôtre. Nous allons être une nouvelle espèce humaine dans la mesure où, augmentée par l'intelligence artificielle en symbiose avec nous, nous allons être des personnes différentes, débloquées dans notre cerveau, des nouvelles cases qui aujourd'hui sont obnubilées, sont coincées par l'égoïsme, l'égocentrisme, la concurrence, la compétition, et qui vont développer dans notre cerveau, si nous y arrivons à le faire progressivement, des qualités qui sont à l'état latent, comme la générosité, le partage, la solidarité, l'amour, l'empathie. Mais donc, reprenons les biorobots, je pense que nous allons créer dans les 5 prochains siècles de nouvelles espèces. Nous avons des espèces animales autour de nous, nous allons créer des biorobots qui auront l'allure d'humains, la peau des humains, les cheveux des humains, les yeux des humains, et qui ne seront pas des esclaves comme on le voit dans tous les livres de science-fiction, mais des collaborateurs collaborant avec nous et nous apportant beaucoup de choses. En plus de ça, je pense que l'intelligence artificielle dont ils seront dotés, cette intelligence artificielle qui aujourd'hui est le deep learning, mais sera beaucoup plus que ça dans les 5 prochains siècles, va nous conduire à un phénomène extraordinaire que je prévois, que je prédis, c'est la communication des humains avec les animaux. Je pense que l'intelligence artificielle va nous permettre de parler le langage des baleines, des dauphins, des chiens, des chats, des tigres, des girafes, mais en même temps des insectes, des fourmis, des abeilles. Et des arbres. Pouvoir parler grâce à l'intelligence artificielle. Et des arbres. Et les arbres. Et alors j'allais y venir, nous allons pouvoir parler avec les animaux et les insectes, les fourmis et les abeilles, leur langage, ils vont nous répondre dans leur langage et en même temps ils vont nous introduire à l'écosystème dont ils sont tellement friands et tellement usagers et applicateurs.
Les abeilles et les fourmis vont nous apprendre les plantes, vont nous apprendre le langage des plantes, le langage des arbres, l'intelligence des arbres, l'intelligence d'une forêt. Donc je pense que dans 5 siècles, c'est vraiment quelque chose à laquelle nous pouvons réfléchir, nous intégrer dans cet écosystème par le langage, par le dialogue, par la discussion. Donc retenez ce que je viens de vous dire, la création de nouvelles espèces, des biorobots intelligents, utilisant l'intelligence artificielle et travaillant avec nous dans beaucoup de choses et coopérant avec nous. L'homme augmenté avec une intelligence humaine collaborative, connectée aux autres par tous les réseaux qui existeront à cette époque. C'est une nouvelle espèce humaine, ce n'est pas la même. Et la possibilité pour nous de communiquer avec notre écosystème dans lequel nous nous intégrerons encore beaucoup plus que maintenant et nous pourrons beaucoup mieux le protéger. Oui, sur cet aspect justement... Vous avez juste entendu le mot d'ordre. Pardon ? Vous avez entendu le mot d'ordre de Joël de René à 500 ans et pas rester dans la À 500 ans, oui, je vais parler à 500 ans. La difficulté, c'est comment arriver à 500 ans si on met entre parenthèses les 10 années à venir. On va être obligé d'y passer. Là, je vais parler sur cette idée de conscience séparée, qui est une idée splendide. C'est un des grands thèmes de la science-fiction. Je me souviens de ce roman de Clarke, Childhood's End, la constitution d'une conscience collective, qui quitte d'ailleurs la planète à la fin du livre et qui va conquérir l'univers. Mon expérience d'avoir été chercheur en intelligence artificielle, et j'espère y revenir s'il me reste un peu de temps, m'a obligé à réfléchir à cette notion de la conscience par rapport à l'intelligence artificielle. Et là, j'ai mobilisé un savoir que j'avais acquis par ailleurs de la psychanalyse. Et j'ai conçu un modèle de la conscience qui empêche en réalité de voir les choses comme elles sont là. La conscience m'est apparue comme un mécanisme finalement accessoire dans le fonctionnement d'un être humain comme le nôtre. Pourquoi ? Parce que quand les psychologues vont voir de très près comment fonctionne ce que nous appelons la volonté et que nous imaginons, dont nous imaginons que c'est une dépendance de notre conscience, que notre conscience a une volonté où elle réalise des intentions qu'elle produit par ailleurs, les biologistes ont pu montrer que ce mécanisme ne fonctionne pas de cette manière-là, que la conscience arrive toujours en retard par rapport aux actes que nous posons véritablement. Ce qui ne nous empêche pas, bien sûr, de nous dire je dois aller chez le dentiste dans une semaine d'ici là. Mais par rapport à ce que nous faisons dans l'immédiateté, notre corps, notre conscience ne peut que constater ce que notre corps est en train de faire. Alors pourquoi la conscience serait-elle apparue ? Et à mon sens, on parlait de communiquer avec les animaux. À mon sens, la conscience existe déjà chez la plupart des animaux. C'est simplement parce qu'ils ne parlent pas qu'ils ne peuvent pas nous dire qu'ils ont une conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont cette capacité aussi, comme nous l'avons, d'anticiper ce qui va se passer et d'une certaine manière d'être présents comme nous le sommes. Mais ils ne parlent pas, ils ne nous disent pas comment ils souffrent quand ils souffrent parce qu'ils n'ont pas le moyen de l'exprimer vis-à-vis de nous. Nous allons découvrir que la conscience est beaucoup plus présente dans le monde. Les plantes, je ne sais pas, mais nous apercevrons aussi que cette conscience arrive toujours après la bataille et qu'elle n'est pas indispensable du tout pour faire les choses qui nous paraissent être intelligentes et qui, elles, sont davantage de l'ordre du calcul. Alors, dans cette hypothèse qui est la mienne, la conscience est un sous-produit du corps. Et pourquoi est-il là ? Eh bien, là, les psychologues nous l'ont montré aussi, c'est parce que nous sommes des mammifères, c'est parce qu'il nous faut un endroit quelque part où l'information qui nous vient de nos 5 sens soit synchronisée. Si je touche quelque chose, il y a là une distance entre ce que je sens dans mon doigt et l'endroit où l'information va être traitée. Et l'information dans notre corps, elle ne va pas pratiquement à la vitesse de la lumière comme dans une machine, elle va de l'ordre de 5 mètres par seconde. C'est-à-dire il faut un certain temps pour que l'information arrive là. Par contre, nos yeux sont très près du centre de traitement. Il faut un mécanisme pour synchroniser, pour que quand un enfant ait un jour touché un serpent, qu'il ait vu le serpent et qu'on lui dise c'est très très dangereux, ne le fais plus jamais, que l'information soit écrite et qu'il réagisse par l'émotion la prochaine fois qu'il verra une brindille qui bouge. Mais donc ce mécanisme de la conscience, à mon sens, il n'est pas nécessaire. La machine pourra faire tout ce qui nous semble être intelligent sans devoir l'avoir. Mais alors, sur cette hypothèse d'une conscience indépendante du corps, je ne vois pas le mécanisme possible. Je crois que cette hypothèse est liée à l'idée de la conscience comme étant le conducteur de la volonté mettant des intentions en pratique. Je ne lui vois pas d'autre sens.
On peut revenir à 2517 ? On va le faire, promis. Alors j'essaye de dire quelque Promis. chose sur 2517 en je deux mots. Je pense aussi que ce qu'on appelle une discipline tout à fait passionnante qui est créée depuis très peu de temps, qui s'appelle la biologie de synthèse. La biologie de synthèse va permettre à l'homme de créer la vie. Dans 5 siècles, on le fera déjà dans 1 siècle. Créer la vie, ça veut dire fabriquer du vivant. Aujourd'hui, on manipule le vivant avec le génie génétique, avec le clonage. La biologie de synthèse consiste à partir des matériaux de base, les molécules, et à fabriquer du vivant. On a plus ou moins, Craig Venter a déjà reprogrammé un organisme vivant qui s'appelle un mycoplasme, dont il avait enlevé l'ADN et il l'a remplacé par un ADN fabriqué avec la machine de synthétiser l'ADN, et ce mycoplasme est redevenu vivant. Mais en fait, il a fait du copier-coller. Moi, je pense que dans 5 siècles, on aura maîtrisé les processus de création du vivant. Alors, créer du vivant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire de créer des organes, de créer des cellules, de créer des tissus que l'on pourra remplanter. Non seulement on les fera avec des imprimantes 3D, ils seront à l'extérieur de nous, à l'intérieur de nous, et ça prolongera la possibilité de vie et guérir des maladies, bien entendu. Alors, c'est là où on aborde la question du transhumanisme, dont vous avez parlé, Paul, tout à l'heure. Moi, je suis opposé à l'idéologie transhumaniste parce que je la trouve égoïste, élitiste et narcissique. Elle se concentre sur l'individu. Alors, ce que j'essaye de dire et d'écrire dans mes bouquins, ce que j'essaye de discuter avec Jacques depuis pas mal d'années, c'est la collectivité organisée, interconnectée à la surface du monde, avec les nouveaux réseaux, les risques que ça représente, le risque d'isolement, alone together, comme dans les réseaux sociaux, mais en même temps l'extraordinaire potentiel de cette conscience collective réfléchie. Alors, je pense que la biologie de synthèse, liée au numérique, va jouer dans 5 siècles, et même avant, dans 1 siècle, un rôle absolument fondamental pour créer de nouvelles espèces vivantes, de créer notamment des espèces vivantes capables de produire des médicaments, capables de produire de l'hydrogène, capables de produire des substances dont on aura de plus en plus besoin, notamment des biomatériaux pour le futur. Autre point qu'on souhaitait aborder, c'est la question de la gouvernance, Jacques Attali. La question de la gouvernance, est-ce qu'aujourd'hui, je fais un petit point d'actualité, j'en suis désolé, est-ce qu'avec la crise écologique, le terrorisme et notre incapacité, on l'a vu dans la conférence précédente, à régler la crise climatique, est-ce que la gouvernance mondiale est la seule solution et est-ce qu'elle sera la norme d'ici à 500 ans ? C'est un de mes livres que j'avais appelé Vivement après-demain, parce que je crois qu'il y a en effet beaucoup de difficultés demain, mais qu'après-demain peut être formidable, à condition de passer demain. Et souvent d'ailleurs, on l'a vu dans les siècles précédents, c'est non pas à la place d'une catastrophe qu'on résout les problèmes, mais après une catastrophe, alors qu'on les a identifiés avant. Donc la gouvernance mondiale, on voit très bien ce que ça peut être. Ça peut être quelque chose comme un gouvernement mondial qui gérera les problèmes de dimension mondiale, comme le climat, la mer, les grands problèmes de sécurité divers, et les problèmes d'injustice et d'inégalité qui ne peuvent être que planétaires, mais en même temps, tout en laissant fleurir la diversité qui, en effet, va être aussi augmentée par la capacité génétique à produire de nouvelles espèces. L'idée d'avoir une gouvernance mondiale, je voudrais juste prendre un exemple maritime qui montre que c'est possible. Quand il y a eu, il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, de très nombreux pirates le long de la côte est orientale de l'Afrique, avec des pirates extrêmement nombreux qui embêtaient les bateaux qui remontaient vers le canal de Suez. Ça n'a pas pris très longtemps. On a mis en place une vraie police mondiale, totalement informelle, mais vraiment mondiale, puisqu'il y avait des Chinois, des Russes, des Américains, des Français, sous le nom d'opération Atalante, avec un amiral tournant, qui existe encore, cette opération, et on a une police mondiale qui met de l'ordre, et il n'y a plus du tout de pirates dans le coin. Donc quand le monde veut, et là c'était pour quelque chose de vital qui était la circulation du pétrole, quand on veut avoir une police mondiale sur un sujet, quand on veut vraiment, on peut, ça se fait en 3 minutes et demie et ça marche. Donc je pense qu'à terme, on aura ça, puisqu'on est aujourd'hui dans un avion qui n'a non seulement pas de pilote, mais pas de cabine de pilotage. Donc forcément, on va aller à la catastrophe. On ira à la catastrophe. Et donc, il y aura un jour quelque chose comme un gouvernement mondial. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plein de tentatives qui sont faites et les réseaux sociaux y aident. Et nous, on lance cette semaine des états généraux de la planète qui sont une façon de commencer à aborder l'embryon de ce que pourrait être une réflexion planétaire sur le sujet. Il y aura un gouvernement mondial. Ce gouvernement mondial, la question qui a été posée tout à l'heure tant par Joël que par Paul, c'est la question de savoir si ce sera un gouvernement de ce que moi j'appelle l'hyperclasse, c'est-à-dire quelques-uns, ou un gouvernement de tous. Alors, je suis d'accord
le mouvement qui est en train de se faire et qui va continuer, c'est la disparition de la classe moyenne. C'est un mouvement qui a commencé il y a longtemps. Moi, je l'ai identifié, je l'ai vu surgir il y a longtemps pour des tas de raisons qui prendraient trop de temps à expliquer, mais il y a ce mouvement. Et en effet, quand ce mouvement est là, on est dans une situation révolutionnaire. Il y aura une révolution planétaire. Elle aura lieu, elle sera brutale ou pas, elle se traduira peut-être par une victoire des riches ou des pauvres, mais il y aura une révolution planétaire parce qu'en effet, c'est pas tenable. C'est pas tenable comme c'est. À terme, à 3, 4, 5 siècles, il y aura un gouvernement mondial. Les élites seront parties, auront quitté la planète pour aller ailleurs, un petit peu comme il y a un exil fiscal, il y aura un exil climatique, on ira vivre ailleurs pour les plus riches, ou on vivra dans, non pas des biorobots, mais dans des robots virtuels, sans corps. Et à mon avis, la vraie étape suivante, ce n'est pas des biorobots. Comme les algorithmes. Voilà, des robots sans corps qui auront une conscience, et notre conscience sera ce que la théologie appelle une âme. C'est un robot, une conscience virtuelle. On aura ça. Et ça sera ou une âme ou une colonie sur Mars, ou les deux à la fois. Mais pour les malheureux qui seront condamnés à rester sur la Terre, ou malheureux qui seront obligés de rester sur la Terre dans 5 siècles, ils pourront recréer les conditions de leur bonheur parce que la Terre est magnifique, elle est sublime si on sait bien la gérer, recréer les conditions du bonheur en mettant en place l'ordre. Alors naturellement, ça renvoie à une question aussi qu'a posée Paul, savoir si tout ça passera par une phase totalitaire. Évidemment, les gouvernements qui marchent aujourd'hui, quel est le seul gouvernement mondial aujourd'hui qui marche, hein? Il y en a quelques-uns. Vous avez le Vatican, vous avez le Comité olympique international, vous avez la FIFA. Oui, mais ce n'est pas des gouvernements idéaux à tous les points de vue, mais si la FIFA change une règle de foot, c'est applicable au moindre petit club de foot du moindre village du fin fond du Nigeria. Vraiment un gouvernement mondial d'une impérium extraordinaire. Alors, bon, c'est vrai que le foot, c'est plus important que le climat, donc le foot, on a mis quelque chose en place, mais on peut imaginer que sur d'autres sujets, on est aussi progressivement des gouvernements mondiaux, et dans ce cas-là, la FIFA comme le Vatican, pardonnez la comparaison, c'est pas démocratique. Et donc je pense que le premier gouvernement mondial sera comme un peu après la Révolution française, il viendra après une révolution, il ne sera pas du tout démocratique, il sera extrêmement autoritaire parce qu'on n'aura plus le temps d'être démocratique pour régler les problèmes de la planète, ça sera trop tard, il faudra les régler en urgence, la démocratie aura échoué, et la démocratie reviendra plus tard dans une société qui sera pacifiée. Voilà comment je vois les choses. Donc je pense que dans 5 siècles, tout ça sera passé, bien ou mal, ça sera passé, et on aura un gouvernement planétaire démocratique qui dialoguera avec les colonies humaines qui seront sur d'autres planètes. Oui. Il y a nécessité et il y a urgence d'une gouvernance, effectivement, d'une gouvernance mondiale. La difficulté qui est la nôtre maintenant dans les pays occidentaux, c'est précisément qu'on le voit, il y a polarisation de l'opinion entre des gens qui sont satisfaits, voilà, l'hyperclasse, qui sont satisfaits du régime tel qu'il est, qui nous conduit vers une aristocratie de l'argent, et des gens qui deviennent de moins en moins nécessaires à la fonctionnement des choses, et par opposition à cela, des mouvements populistes dont l'idéologie est fondée je vais dire de manière charitable, d'explications incomplètes et complétées par des éléments plus ou moins mythologiques quand on n'est pas dans le délire absolu, et il n'y a malheureusement pas grand-chose au milieu. Alors qu'il faudrait que se dégage au milieu de l'opinion quelque chose auquel tout le monde pourrait souscrire sur cette nécessité d'un nouvel ordre mondial, et j'emploie l'expression à dessein parce qu'il s'agit d'un épouvantail. Le nouvel ordre mondial, vous le savez, c'est un épouvantail agité par toutes les extrêmes droites, complotistes ou non, c'est une peur. Le repli dans la peur, la tendance, c'est le repli identitaire sur l'unité, sur la Catalogne, sur le Pays basque, sur une identité quelconque, ethnique à l'intérieur de chacune des nations. Nous allons donc là
tout à fait dans la mauvaise direction. Je suis un peu plus optimiste que Jacques en pensant qu'il n'est pas impossible de mobiliser la jeunesse, les générations futures qui sont déjà là, vers une idée justement positive d'un gouvernement mondial. Mais malheureusement, les exemples qui nous sont donnés, FIFA et compagnie, la première chose qui nous vient à l'esprit, corruption, corruption possible. J'ai travaillé pour les Nations Unies à une époque. Ma carrière a été abrégée par le fait que je n'ai pas dénoncé un réseau de corruption. Et les corrupteurs se sont arrangés pour que je quitte l'institution. C'est une petite anecdote en passant. Il faudrait que nous devenions incorruptibles au niveau des institutions nécessaires. Effectivement, nous n'en ferons pas l'économie. Malheureusement pour nous, et j'ai fait allusion tout à l'heure, le seul gouvernement où on ne baisse pas les bras, où on ne part pas sur des voies de garage, où on ne se laisse pas distraire par des problèmes accessoires, pour le moment, qui a les éléments en main, c'est le gouvernement chinois. Le gouvernement chinois sait que sa nation est passée par des sacrifices extraordinaires au 19e. Nous avons partiellement infligé à eux au 19e siècle, au 20e siècle également. Ils sont en train d'émerger de cela. La Chine n'a pas l'intention de baisser les bras et du coup, elle a un rôle directeur. Elle a un rôle directeur pour le moment parce que nous sommes dans un désarroi. Je ne vais pas vous donner les signes qui nous viennent des États-Unis, une grande puissance qui est en déclin. Et nous savons, je l'ai dit tout à l'heure, une grande puissance en déclin. Son président en est le symptôme le plus affligeant. Devient incontrôlable et dangereuse, en particulier si elle est encore très armée. Nous ne pouvons pas laisser à la Chine la direction de notre futur parce qu'elle est la seule qui a l'air de travailler sérieusement à cela. Je pense que pour revenir aux 3 ou 5 prochains siècles, la relation entre l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire l'accumulation des données dans tous les domaines, va complètement changer la capacité décisionnelle. Un politique passe son temps et son métier avec ses conseillers ou tout seul à étudier des opportunités, des possibilités, des différents choix pour prendre ses décisions. Un scientifique comme nous, qu'est-ce qu'il fait? Il passe son temps à faire des corrélations. Il lit des publications scientifiques, il dit « j'ai trouvé ça dans cette publication, j'ai trouvé ça dans telle autre ». Alors est-ce qu'il y a une relation entre ça pour pouvoir proposer une théorie, faire une hypothèse? Un avocat, qu'est-ce qu'il fait? Il étudie la jurisprudence en fonction de la question que lui pose son client et il décide en fonction de cette jurisprudence quelle est la question la mieux adaptée. Eh bien, aujourd'hui, avec Watson, qui est l'intelligence artificielle d'IBM, ou AlphaGo, qui est l'intelligence artificielle de Google, que vous pouvez télécharger comme une appli sur votre ordinateur. Vous parlez en langage naturel à Watson. Moi, je le fais avec des cancérologues. On pose la question, si la pyruvate déshydrogénase se retrouve dans le diabète, la maladie de Parkinson, le cancer, étudiez les corrélations et envoyez-moi les références, comme ça. Et Watson me les envoie. Donc je pense que pour le futur, les métiers des cols blancs, les avocats, les médecins, les politiques, les journalistes, les conseillers, les professeurs, les enseignants, risquent non pas d'être déplacés par l'intelligence artificielle et le big data, mais au contraire, que si eux savent utiliser l'intelligence artificielle et le big data pour explorer les quantités d'opportunités et de possibilités qui s'ouvrent à eux, alors ils vont augmenter leur métier. C'est pourquoi je pense que dans 3 ou 4 siècles, la politique n'aura plus du tout la même possibilité, le même rôle. La corrégulation citoyenne participative, qu'on appelle aussi la gouvernance citoyenne, utilisera le big data et l'intelligence artificielle pour être capable de discerner dans l'infinité des possibles des solutions qui vont dans la direction des droits de l'homme, de la liberté humaine et des droits de l'humanité. Encore faudra-t-il ensuite les faire appliquer, ça c'est une autre question. Mais le pouvoir décisionnel sera complètement bouleversé dans les 3 prochains siècles et même dans le prochain par la relation entre l'intelligence artificielle et le big data. On le pratique déjà aujourd'hui. Merci d'abord. Je voudrais peut-être conclure rapidement ce débat, puisqu'il nous reste 2 minutes. Vous remercier d'être là. Dire que j'ai essayé, on n'a pas réussi à faire que ce débat soit un peu plus équilibré, qu'il y ait moitié de femmes et d'hommes. Ce n'est pas le cas, mais on a essayé. C'est un échec qui sera plus dans l'avenir, même si, et je voudrais conclure là-dessus, une des grandes tendances longues à 5 siècles ici, c'est la disparition de la sexualité. Plus exactement, la disparition de la distinction entre les sexes. Je ne dis pas que je suis pour, il ne faut jamais confondre ce qu'on prévoit et ce qu'on prédit. Je pense que dans 5 siècles, la lente tendance des femmes à devenir des hommes comme les autres, à se débarrasser de la maternité,
va se prolonger et les enfants, qu'on le veuille ou non, et ce ne sera peut-être pas toujours le cas et pas tous les cas, mais des enfants naîtront hors du corps maternel. Qui aura une conséquence très intéressante par rapport à notre conversation, qui est la suivante. Il sera possible, non seulement pour des hommes comme aujourd'hui, mais aussi pour des femmes, d'avoir des enfants à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, et même à 120 ans, et même à 130 ans. Et si on admet que l'espérance de vie va passer à 120, 130, 140 ans, 150 ans, eh bien ça veut dire qu'un enfant qui est né aujourd'hui, son petit-fils sera là dans 5 siècles. Un enfant qui naît aujourd'hui, son petit-fils sera là dans 5 siècles. Ça veut dire que notre conversation n'est pas aussi loin du réel qu'on pourrait le penser. Merci beaucoup.